Prochain arrêt, Binge Audio. La parole est à présent à Monsieur Olivier Falorni, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales pour la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Et aimer la vie comme je l'aime, c'est vouloir qu'elle soit la plus belle possible jusqu'à sa fin. Qui parmi nous n'a jamais été confronté dans sa vie à cette question existentielle ? Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison ? Les débats autour de la loi sur la fin de vie qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale ont confronté pas mal d'entre nous à une incompréhension. Alors que depuis des années, la gauche et les mouvements progressistes semblaient raccords sur l'idée qu'un accès libéralisé au suicide assisté ou à l'euthanasie était une avancée des droits humains, des voix se sont élevées pour affirmer que non. Des voix qui n'étaient ni celles des conservateurs, des réactionnaires ou des intégristes religieux, mais bien des voix de gauche, celles des militants et militantes antivalidistes. Des personnes handicapées qui ont tenté d'alerter sur ce qu'elles percevaient comme une dérive. Car si la loi ne cible pas nommément les personnes handicapées, elle conforte selon elles l'idée que certaines vies seraient moindres, qu'elles ne mériteraient pas d'être vécues, voire qu'on serait bien inspiré d'en abréger le plus vite possible la durée. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur les soubassements idéologiques de cette loi ? Et pourquoi ces arguments peinent-ils à nous parvenir ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à la psychologue et philosophe Charlotte Puiseux. Elle a signé en 2022 un très beau livre aux éditions de la Découverte, De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste. Elle est membre du collectif Les Dévalideuses, qui lutte pour faire reculer les idées reçues sur le handicap et qui s'est beaucoup engagée dans les débats autour de cette loi. Un engagement qui n'a pas porté ses fruits, même auprès des élus de gauche, qui, à part ceux du PCF, n'ont pas prêté grande attention à leurs arguments. J'ai donc commencé par demander à Charlotte Puiseux comment elle avait vécu et perçu cette résistance au sein de son propre camp. Le fait que la gauche ne prenne pas en compte la question du validisme, malheureusement, c'est pas juste là avec la question de la proposition de loi fin de vie. C'est une alerte qu'on leur fait depuis très longtemps maintenant sur différents sujets où régulièrement on leur dit mais en fait vous ne prenez pas en compte le système d'oppression qu'est le validisme et ses conséquences dans la vie des personnes handicapées. Donc malheureusement, c'est pas nouveau. Autant, comme on dit souvent, avoir des obstacles de la part de la droite, voire de l'extrême droite, on s'y attend. Mais de la gauche, ça nous surprend toujours plus et ça nous déçoit d'autant plus. Et donc, par rapport à cette proposition de loi, en effet, une fois de plus, on estime que nos discours ne sont pas entendus. Qu'est-ce qui bloque dans cette loi ? Quels aspects font que, selon vous, elle ouvre une brèche qui n'est pas progressiste, mais qui, au contraire, est dangereuse ? C'est peut-être ma casquette, entre guillemets, de philosophe qui va parler. Mais moi, j'avoue que ce qui me choque, on va dire, le plus, ou en tout cas qui m'interroge le plus et sur lequel je m'attarde le plus, c'est la question éthique, en fait. C'est-à-dire, c'est le fait que, pour nous, cette proposition de loi, elle est clairement un symptôme du système validiste. Et le système validiste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, pour résumer très brièvement, il dit la vie des personnes handicapées, des personnes malades, des personnes non rentables, en fait, parce que le système validiste, il est énormément lié au système capitaliste. Donc, toutes les personnes comme ça non rentables, leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Leur vie a en tout cas moins de valeur que celle des personnes valides, ça c'est sûr, voire elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ça, on rentre dans un système de valeurs, en fait, de valeurs éthiques. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une bonne vie ? Et en miroir, du coup, qu'est-ce qui ne le serait pas ? Et là, on a tout un tas de concepts aussi qui rentrent en jeu, comme celui de dignité qu'on entend très souvent. Mais en fait, qui nous a dit qu'avoir besoin d'aide dans les gestes de la vie quotidienne, qu'utiliser un fauteuil roulant, que c'était indigne, en fait. C'est une vraie question éthique. Et il y a des milliers de gens, en fait, qui vivent en fauteuil, qui vivent avec des aides pour tous les gestes de la vie quotidienne, y compris les actes les plus intimes, parce que souvent, la dignité, ça fait souvent référence à ça aussi, avoir besoin d'aide pour se doucher, pour aller aux toilettes, des choses très intimes.
il y a des milliers de gens qui vivent avec des aides pour faire ces gestes-là et qui ne se sentent pas indignes, en fait, de vivre et qui, au contraire, n'ont pas du tout envie de mourir, sont heureux de vivre, en fait. Donc, la question de la dignité, elle est vraiment totalement façonnée par nos pensées validistes, comme le reste de nos façons d'être dans la société. Et quand on nous parle de choix, je trouve que c'est complètement biaisé, encore une fois. C'est-à-dire, quand on nous dit on doit pouvoir choisir sa mort, oui, mais en fait, on choisit sa mort parce qu'on nous dit que justement, vivre en fauteuil, c'est indigne, avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne, c'est indigne. Combien de personnes racontent sur les réseaux sociaux, sur des témoignages, des petites phrases qu'elles reçoivent, mais quotidiennement, du genre si j'étais à ta place, je me tuerais, quel courage de vivre dans ta situation. Moi, la première, j'ai reçu ce genre de témoignage. Mais en fait, je n'ai absolument pas demandé à le recevoir. Et c'est extrêmement validiste, en fait. Donc, c'est vraiment estimé que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je peux vous dire que si. Mais voilà, donc du coup, c'est complètement façonné par le validisme, la question du choix, de la dignité. Bon, il y a aussi forcément la peur de la mort. Cette idée que la maladie, le handicap, c'est une mort avant l'heure. C'est une petite mort, c'est déjà, voilà. Donc, encore une fois, ça ne vaut pas la peine de vivre dans ces conditions. En fait, si. Encore une fois, il y a des milliers de gens qui vivent dans ces conditions qui sont très heureux de vivre. Alors, un des contre-arguments des défenseurs de la loi, c'est de dire que les personnes handicapées ne sont pas visées par le texte et qu'il s'adresse aux personnes malades et pas aux handicapés. Comment est-ce que vous y répondez ? On va dire, en gros, qu'une personne handicapée n'est pas forcément malade, en effet, hein. Par contre, une personne malade, surtout quand on parle de maladie, je ne vous parle pas du rhume saisonnier, quand on parle de maladie grave, incurable, avec un pronostic vital engagé, comme c'est écrit dans la proposition de loi, ça engendre des handicaps. Donc, en fait, les personnes malades qui sont visées par cette loi sont des personnes handicapées. Elles font partie de la catégorie sociale, parce que pour le coup, la catégorie des personnes handicapées, contrairement à celle de personnes malades, qui est une catégorie médicale, la catégorie des personnes handicapées est une catégorie sociale parce que ça engendre aussi des limitations, donc du coup physiologiques, physiques, psychiques, mentales, mais pas que. Ça engendre aussi des limitations sociales, environnementales, et c'est sur ça que la notion de handicap appuie sur le fait que le handicap est aussi en partie créé par un environnement inadapté, par une société qui ne pense pas les besoins des personnes handicapées, qui va les mettre en situation de handicap. On a cette fameuse formulation « personnes en situation de handicap ». Donc voilà la différence qu'on peut faire. La définition qui est faite dans cette loi, donc pour avoir accès à ce suicide assisté, j'ai noté la phrase, être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Alors bon, moi, ça m'interroge encore une fois, pronostic vital engagé. En fait, il y a des milliers de gens, encore une fois, qui vivent avec des pronostics vitaux engagés depuis des décennies. Notamment justement quand on pense à des maladies graves, génétiques, etc., qui engendrent du coup des handicaps assez lourds. Ces gens vivent avec des pronostics vitaux engagés, souvent respiratoires. Ils vont souvent avoir besoin d'assistance respiratoire, trachéotomie éventuellement, gastrostomie pour tout ce qui est alimentation. Mais en fait, ils vivent avec ces appareils, ils vivent des décennies. Enfin, je veux dire, il y en a, ils vivent jusqu'à 70 ans comme ça. Donc, et c'est pourtant des gens à qui on a dit, notamment à leur famille quand ils sont nés, vos enfants ne vivront pas plus de 2 ou 3 ans. Donc, le pronostic vital engagé, c'est toujours très aléatoire, surtout au vu des avancées technologiques et médicales qu'on connaît maintenant. Donc en fait, c'est juste une façon d'ouvrir l'accès à ce suicide assisté à des personnes justement qui ne sont pas en phase terminale, clairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, à part, encore une fois, ouvrir davantage l'accès à cette possibilité du suicide assisté. Et là, encore une fois, ça pose des questions éthiques et peut-être même économiques, je dirais, parce que évidemment, vivre avec des appareils respiratoires, digestifs, pendant des décennies et des décennies, ça a un coût, on ne va pas se mentir. Avoir des suivis médicaux pendant des décennies et des décennies, ça a un coût. Et est-ce que le suicide assisté de ces personnes ne serait pas plus économique ?
Voilà, c'est la question qu'on pose. Nous, on a déjà notre réponse, mais c'est quand même, et c'est clairement pas un projet de société dans lequel on a envie de soutenir. Ce que disent la plupart des collectifs antivalidistes qui se sont exprimés, c'est qu'au lieu de s'intéresser aux conditions de mort des personnes malades ou handicapées, ou les deux, on devrait déjà s'intéresser à leurs conditions de vie. Bah oui, non, mais c'est pour moi l'argument numéro 1, je pense. C'est quand j'ai entendu parler de cette proposition de loi, c'est ce qui m'est venu tout de suite en tête, et c'est ce qu'on a discuté avec mes collègues des valideuses. C'est des thèmes sur lesquels on travaille déjà depuis longtemps, sur les questions des conditions de vie des personnes handicapées. Et quand on voit la catastrophe que c'est, on trouve ça vraiment choquant de se dire la proposition qui nous est faite, c'est de nous envoyer vers le suicide assisté, quoi. Donc, il y a tellement de choses pour décrire ces conditions de vie indignes des personnes handicapées, pour le coup. Déjà, des privations de droits qui sont multiples. Donc là, je parle de lois qui existent déjà et qui ne sont même pas appliquées ou qui sont reportées. On pense à la question d'accessibilité des lieux publics qui est quand même dans la loi depuis 1975 et qui n'est toujours pas aujourd'hui, en 2025, totalement appliquée. Donc, on continue comme ça à créer de la ségrégation, de la discrimination pour les personnes handicapées. Après, on parlait des MDPH, les fameuses MDPH. Petite parenthèse pour préciser, les MDPH, ce sont donc les maisons départementales des personnes handicapées. Elles ont été créées en 2005, elles sont censées accueillir les personnes handicapées et leurs familles dans un lieu unique, les informer, les aider dans leur démarche, le suivi de leur dossier et leur permettre d'accéder aux différentes prestations auxquelles elles ont le droit. Ça, c'est pour la théorie. La pratique, c'est visiblement plus chaotique. Il se trouve que nous, ça fait plus d'un an et demi, qu'on travaille sur cette question au des valideuses, qu'on a fait une enquête où on a récolté en quelques semaines 500 témoignages sur les violences au sein des MDPH. Il y a de vrais... Moi, je parle de scandale humanitaire dans les MDPH. Dans les témoignages qu'on a reçus, on a eu des cas de personnes qui nous disaient mon proche ou ma personne proche s'est suicidée parce que face aux violences des MDPH. D'autres qui se sont retrouvés à la rue. Quasiment tous les répondants ont eu des problèmes de santé mentale suite à leur relation avec les MDPH. Donc, il y a une vraie catastrophe humanitaire dans ces MDPH et qui mettent vraiment les gens en grave danger et vraiment dans la plus grande impunité. Les MDPH font quand même partie des conseils départementaux, donc il y a des politiques qui sont au courant de ce qui se passe dans leur département, mais personne ne fait rien, personne ne dit rien. C'est dans la plus grande impunité. Tout ça va de pair, parce que comme on dit, quand on vous prive de vos droits à vivre au sein de la société, de la cité, d'avoir des aides humaines qui peuvent intervenir chez vous, des technologies qui vous permettent de vivre aussi chez vous, quand on vous prive de tout ça, la réponse c'est quoi? C'est de dire la place des personnes handicapées, c'est en institution spécialisée. Donc hop, on envoie tout le monde dans les institutions spécialisées où elles sont enfermées, privées encore plus de droits, totalement ségrégées. Donc la France a été condamnée plusieurs fois par l'ONU pour sa politique institutionnelle, qu'elle estime comme privation de droits humains. Donc aussi la condamnation à rester dans la précarité, à vivre isolé, sans accompagnement nécessaire, privé de droits. Donc voilà, c'est une belle société pour les personnes handicapées et la solution qu'on nous propose, c'est le suicide assisté. Voilà. Mais alors pourquoi ces arguments ne portent pas? Pourquoi est-ce que les élus, notamment ceux de gauche, n'ont pas eu l'air de trop comprendre sur quoi vous les avez interpellés? Pour moi, la première raison, encore une fois, c'est peut-être aussi ma formation de philosophe, je sais pas. Mais en philosophie, on nous apprend que forcément, on vit, on grandit, on meurt, c'est le cas de le dire, dans une société qui a ce qu'on appelle des idéaux régulateurs. C'est un peu pompeux, mais c'est des grandes façons d'organiser en fait notre pensée, notre façon d'être au monde, de comprendre les situations. Et on parle d'idéaux parce que justement, c'est des choses qui sont souvent garantissent le bonheur. Donc, on parle par exemple de l'hétérosexualité, qui serait garante d'une vie heureuse, etc. Mais clairement, le validisme est un idéal régulateur dans lequel tout le monde, même, et je dis encore une fois, même les personnes handicapées, vivent, même en tant que personnes handicapées. On nous apprend justement que notre place, elle n'est pas vraiment ici, qu'on a moins de valeur que les autres, qu'on est moins compétitif, moins productif, et on l'intériorise.
clairement, on l'intériorise, nous aussi. C'est pour ça que beaucoup de personnes handicapées, souvent, n'ont pas confiance en elles, enfin voilà, sont voire même dépressives, parce qu'elles intériorisent cette idée qu'elles ont moins de valeur, qu'elles sont une charge pour leurs proches, pour la société. Et bon, elles, ça a encore plus d'impact, parce que voilà, c'est quelque chose qu'elles vivent dans leur chair immédiatement. Mais les personnes valides ont totalement intériorisé ça. Et pour elles, ça pose évidemment moins de questions parce qu'elles n'en subissent pas directement les conséquences. Donc, en fait, elles s'imaginent comme ça, le jour où je deviendrai handicapée, voilà, je vais pouvoir choisir ma mort. Et en fait, souvent, on s'aperçoit aussi que quand les personnes deviennent handicapées, elles changent d'avis. Ça a été montré dans des missions parlementaires, justement, sur la question de la proposition de loi fin de vie. C'est qu'en fait, beaucoup de gens, la plupart des gens qui étaient pour cette loi, sont valides. Et qu'en fait, on arrive souvent dans les cas où il pourrait y avoir des potentielles candidates à la fin de vie, au suicide assisté. Et bien en fait, quand ces personnes sont bien prises en charge, en termes de douleur notamment, de soins palliatifs, etc., elles ne veulent plus faire appel au suicide assisté. Donc en fait, les personnes qui sont pour, souvent, sont des personnes valides qui ne vivent pas dans leur chair cette expérience, en fait. Donc, c'est des personnes qui ont totalement intériorisé les idées validistes, encore une fois, qu'une vie amoindrie, selon leur idée, bien sûr, ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Profiter de chaque minute, des instants fugaces que Pierre Cousin embrasse avec le regard des premières fois. J'ai enfin repris la maîtrise des choses, en fait. C'est plus la maladie qui dicte mon avenir, c'est moi qui va pouvoir dire en fait stop, on arrête. J'ai plus l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Pour ne plus supporter cette vie de souffrance, Muriel, se sachant condamnée, a décidé de recourir à l'aide médicale à mourir en Belgique. Un choix mûrement réfléchi. Mon but, c'est de partir avant que la maladie m'emporte. Voilà, je veux pas souffrir sur un lit d'hôpital, je veux pas partir comme un légume, je veux vraiment être actrice de moi-même jusqu'au bout. Michel est atteint d'un cancer du pancréas. Quand il l'a découvert il y a 5 mois, la maladie avait déjà beaucoup progressé. Je ne ferai pas d'acharnement thérapeutique, je ne ferai pas de chimio, il n'y aura pas d'opération, de machin, etc. Parce que pour être comme ça, ou pour être une demi-plante, non, ça ne m'intéresse pas. Il faut vivre sa vie le mieux possible, faire tout ce qu'on pouvait faire, ou tout ce dont on a rêvé. Et puis après, quand il faut partir, c'est comme ça. Bye bye. En préparant cet épisode, moi je me suis demandé si nous, du côté des médias, notre responsabilité n'était pas à aller chercher dans les récits qu'on a mis en avant. En gros, c'est toujours les mêmes, des personnes valides qui se retrouvent diagnostiquées avec une maladie incurable et dégénérative et qui partent en Suisse ou en Belgique pour mourir avec toujours le même discours. En gros, je veux pas me voir diminuer, je veux pas être un poids, je veux choisir ma mort et pas la subir, etc., etc. Est-ce que la multiplication de ces récits n'a pas écrasé le débat et rendu du coup inaudibles les arguments des antivalidistes ? Oui, clairement, c'est une question très importante de savoir où sont les discours des personnes antivalidistes, justement, qui sont opposées à cette proposition de loi. Et clairement, dans les grands médias, on les a très peu entendus. Et la question de la représentation, elle pose vraiment question aussi. Dans la convention citoyenne qui a précédé, du coup, cette proposition de loi, en fait, on s'interroge aussi sur la place des personnes handicapées et malades, vu que du coup, la question du handicap et de la maladie n'était pas un critère pour y participer. On ne sait pas du coup qui était potentiellement handicapé ou malade dans les répondants. Donc en fait, il y a une vraie problématique de la représentativité de qui s'exprime au nom de qui. Et les médias, oui, clairement, surtout, les grands médias ont totalement occulté le discours antivalidiste et ont vraiment fait passer cette proposition de loi comme étant allant de soi, comme étant quelque chose que tout le monde attendait depuis longtemps, sans poser les questions que nous, on amène sur quel contexte social autour de cette loi, quelle vie on propose aux personnes handicapées avant de leur proposer la mort. Cette proposition de loi, comme je l'ai dit,
c'est qu'un symptôme parmi d'autres, malheureusement, du validisme que la société a intériorisé. Donc, je me dis que, voilà, si on continue à combattre le validisme, peut-être qu'un jour, eh bien, ces symptômes finiront par se résorber et qu'on se dira, ah non, peut-être qu'en fait, c'était pas une si bonne idée. mais bon, voilà, on va continuer notre combat comme on le fait depuis quelques années maintenant. Merci à Charlotte Puiseux pour ses réponses. Son livre De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste, il est dispo, on l'a dit, aux éditions de La Découverte, et le site du collectif des dévalideuses, c'est lesdévalideuses, tout attaché au pluriel, .org. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiaud, préparé par Charlotte Bex, avec un coup de main de Mathéa Pierra. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.